Mesdames, Messieurs, bonjour. Si nous sommes réunis ici, à Grenoble École de Management, avec Françoise Ramel, vous vous le doutez que c'est pour le Festival de géopolitique qui a pour thème cette année l'Europe. Madame Ramel est mondoblogueuse, elle a son propre blog qui s'appelle Plan B, et est membre du réseau Mondoblog RFI, et également élue de Bretagne. Et pour ma part, je suis étudiant en première année, en charge des relations événements externes à la tribune de l'école J'aime en débat. Nous animons, modérons des conférences et des tables rondes comme celle-ci. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir 3 intervenants, ce qui nous permettra, je l'espère, d'aborder notre sujet sous différents angles, avec différents points de vue. Notre table ronde est ainsi constituée. Nous avons la chance de recevoir comme première intervenante Madame Blin, qui a travaillé à la Commission européenne et à la DG Environnement. Également, nous avons comme deuxième intervenante Madame Gabory, fondatrice de la société Tuvalu, qui a beaucoup voyagé et qui pourra nous exprimer son point de vue extérieur. Enfin, puisque ce festival se trouve à Grenoble, une ville souvent pointée du doigt pour sa pollution, située dans une cuvette, mais aussi une des villes qui essaie le plus de travailler sur ces problèmes environnementaux, nous recevons M. Gabourou, conseiller municipal grenoblois et président du SMTC. Malheureusement, nous ne recevrons pas M. Larotourou, économiste et agronome, qui était prévu pour aujourd'hui. Resserrons-nous à présent sur le thème de notre table ronde, Europe et environnement. La problématique est ainsi la suivante. Europe et environnement, un leadership vraiment ? Cette problématique s'inscrit totalement dans le contexte actuel. Marche étudiante pour la protection de l'environnement, en Belgique, en Suède, en France et dans d'autres pays, avec pour leader des personnes qui peuvent avoir notre âge. On pense notamment à Greta Thunberg, qui a seulement 16 ans, a fait notamment un discours pour la COP 24 et qui reproche l'inactivité des gouvernements. Également, comme autre actualité, on peut aborder celle des marchés des quotas, marché carbone, qui présentent de nombreux dysfonctionnements en Europe, devenus presque inutiles. Une mise en place de ce marché longue, avec de nombreuses étapes. Cependant, on peut rappeler quelques mesures phares, notamment certaines villes qui s'accordent sur l'interdiction des véhicules trop polluants, symbolisés par des pastilles, que ce soit en France ou en Allemagne. On assiste donc à une prise de conscience qui commence à émerger dans les entreprises également, avec tout ce qui est charte RSE. Une émergence du bio également, ce qui fait écho à une conférence Biocop que nous avons animée, J'aime en débat, le 4 mars, avec M. Claude Gruffat, président de Biocop. Vous l'aurez compris, le sujet est vaste et les pistes sont nombreuses. Europe et environnement, un leadership vraiment ? Une question à laquelle vont essayer de répondre nos intervenants. Aussi, vais-je à présent laisser la parole à Madame Ramel, qui va s'occuper d'animer cette table ronde. Je serai votre relais à la fin et durant cette table ronde pour les questions. Bonne conférence. Merci Adrien pour cette entrée en matière. Merci à toutes les personnes présentes. Il y a plein de gens qui sont dans la rue en ce moment pour manifester pour le climat, contre peut-être l'inactivité, l'inaction de certaines politiques. On va en discuter aujourd'hui pendant 1 heure. Merci à vous d'être présents dans la salle. Merci à toutes les personnes qui sont derrière un écran quelque part dans le monde et qui suivent avec beaucoup d'intérêt les propositions du Festival des géopolitiques de Grenoble. Donc sans plus tarder, Madame Blin, vous allez nous parler de votre expérience à la Commission européenne. Quelle chance! Et puis, on va ensuite passer directement la parole à Madame Gabory, qui vient de Nantes et qui nous parlera aussi de son point de vue sur la question. Et après, petit temps d'échange avec la salle. Bonjour à tous. Alors, ce n'est pas à Londres que j'ai pris froid, c'est tout simplement à la tronche, mais donc vous aurez droit à une voix cassée. Je suis vraiment ravie de vous voir là. De vous voir là par ce grand soleil et au moment où justement il y a des actions qui sont lancées dans la rue en matière d'environnement.
Alors, je voudrais répondre à cette question et d'entrée de jeu planter le tableau en vous disant que position de leadership, oui, mais largement partagée. Largement partagée à 3 niveaux. Au niveau structurel des institutions communautaires, au niveau international et au niveau de la structure sociétale. Alors, pour démarrer, en ce qui concerne le droit de l'environnement, qui m'a occupé et bien occupé pendant les 15 dernières années de ma carrière au sein de la Commission européenne. Je voudrais donc rappeler tout d'abord qu'il est au cœur de tous les questionnements actuels, que ce soit le changement climatique, la transition énergétique, le déclin de la biodiversité, et sans oublier la perspective des futurs migrants climatiques, réfugiés climatiques. Donc l'Europe, en ce qui concerne le droit de l'environnement, s'est construite depuis les années 70. Donc ça n'est pas une nouvelle tout à fait récente. C'est un droit très dense, qui est un droit très descriptif et qui est un droit éminemment pluridisciplinaire. C'est un beau challenge pour la juriste que je suis, que d'avoir eu à cohabiter dans la préparation, dans un premier temps face à la page blanche, puis après face à l'écran bleu, pour essayer de préparer un texte à faire adopter par 28 États membres, avec des gens qui n'avaient rien à voir avec la matière juridique, qui étaient des physiciens, des scientifiques, des naturalistes, des gens d'horizons et géographiques et de disciplines universitaires tout à fait différents. Et donc, il s'agit d'écrire du droit sur des données scientifiques fiables, avec l'appui, ce qui est une originalité du droit de l'environnement européen, avec un fort appui des sociétés civiles, en particulier par le biais des ONG, qui sont très très présentes dans ce domaine. Les ONG fiscales, on n'en a pas trop, mais des ONG environnementales, elles ont vraiment pignon sur rue, et elles font du travail en amont qui est appréciable. Donc, quelques 200 directives adoptées depuis les années 70 dans des domaines très variés, les principaux chapitres ayant été écrits en matière de faune et de flore. Je voudrais juste en passant rappeler que le Charmençon, avec sa gentille petite guinguette et sa vente de fromage, est un site Natura 2000 au titre du réseau de protection de faune et de flore européen, ce qui prouve bien qu'on peut vivre, ça n'est pas une réserve indienne, comme certains détracteurs ont pu le dire. Natura 2000, c'est vraiment préserver les savoir-faire ancestraux. Si on a fait du bon boulot depuis le grand-père, l'arrière-grand-père et l'arrière-arrière-grand-père en faisant paître ces vaches aux yeux qui sont maquillées, donc ces tarines au Charmençon, eh bien oui, c'est valable en termes d'environnement, et ça n'est pas un blocage de toute activité humaine. Donc le petit aparté, le petit clin d'œil au Charmençon, je n'ai pas de commission sur la vente des fromages, le petit aparté sur le Charmençon terminé, je voudrais citer la pollution de l'eau, la pollution de l'air, et la cuvette polluée grenobloise en est un signe tout à fait évident, tout comme Innsbruck, qui se trouve dans la même topographie, une cuvette au milieu de massifs. Manifestement, c'est très difficile pour que les pollutions s'échappent. Donc, quatrième domaine plutôt, les déchets. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de Naples et des rats dans les rues, parce que il y avait des combines pas forcément très géniales, on va dire, sur la manière d'utiliser les fonds structurels européens pour construire des infrastructures qui n'étaient finalement pas construites, et donc avec des risques de santé humaine. On ne le dira jamais assez, la santé humaine et l'environnement sont étroitement liés. En matière d'asthme pédiatrique, il suffit de parler avec des toubibs du Chouga, à 2 pas d'ici, pour comprendre que la hausse des pathologies asthmatiques chez les tout-petits est en lien absolument direct avec la pollution qui sévit dans ce secteur. Et le dernier point étant la dernière famille, donc 5e et dernière famille, l'impact environnemental, qui est un domaine qui n'est pas vraiment très connu, mais qui implique qu'avant toute décision de type infrastructure ou construction, il y ait une étude d'impact environnemental qui soit effectuée en amont. Et ça, c'est
pas vraiment bien vu de la part des opérateurs économiques, parce que d'une part, ça prend du temps et ça prend des sous. Donc ça retarde le projet et puis ça coûte. Donc on a aussi pas mal de choses à faire au niveau européen là-dessus. Donc le problème de cette législation, c'est qu'est-ce qu'elle devient une fois qu'elle est adoptée. Déjà, pour être adoptée, je voudrais rappeler un élément qui passe assez souvent de côté, c'est que l'environnement, tout comme la fiscalité, est régi par la règle de l'unanimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je ne ferai pas la jure de ne pas savoir ce qu'est l'unanimité, mais ça veut dire en particulier que sur les 28, bientôt 27, eh bien, autour de la table du Conseil des ministres et en codécision avec le Parlement, si un pays que je vais citer très clairement, et qui est Malte, et qui correspond à la population de la métro grenobloise, 450 000 habitants. Si Malte, lorsqu'on arrive à la Commission européenne avec notre proposition de texte, si Malte dit « niet », eh bien, on remballe notre petite proposition, on va la retravailler parce qu'elle ne passera pas. Donc, le langage, et là, bon, je ne sais pas faire la langue de bois, je n'ai pas su pendant 33 ans de Commission européenne, je ne sais pas plus maintenant, je ne sais pas faire. Donc, en plus, je parle vraiment en mon nom, à deux niveaux. D'abord parce que j'interviens seule et que d'autre part, je suis retraitée de l'institution. Donc, tout en étant, mon pins en témoigne, tout en étant tout à fait... toujours aussi enthousiaste, malgré mon grand âge, pour la cause européenne, je pense que l'aimer, ça ne veut pas dire lui passer toutes ses faiblesses. Et en l'occurrence, ça en fait partie. Donc, une décision qui est présentée comme « Bruxelles m'a imposé », c'est quelque chose qui et nous, les gens de mon équipe, nous faisait toujours bondir, parce que c'est pas moi, c'est l'autre. J'ai obtenu un texte, mais c'est moi qui l'ai négocié, ou j'ai pas obtenu ce que je voulais, et du coup, ce sont ces abrutis d'eurocrates qui m'ont imposé ça. Non, ça ne prend pas, parce que, y compris Malte, si même Malte, qui est petit État, a dit non, eh bien, le texte ne sera jamais adopté. Donc je voulais vraiment faire ce point très clair, parce que pour moi, ça fait partie des rumeurs urbaines qui sont persistantes depuis 60 ans et qui sont absolument fausses. Donc, une fois que c'est adopté, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la balle, nous sommes en démocratie, la balle revient aux États membres. Ce sont eux qui ont la responsabilité d'appliquer. Et s'ils appliquent mal, la Commission les poursuit à la Cour de justice. Ça a été mon dernier poste. J'étais coordinatrice des précontentieux et contentieux dans le domaine de l'environnement. Et ce domaine était le plus important en nombre. Notre portefeuille d'infractions et de précontentieux était de très loin beaucoup plus important que les 23 autres directions générales de la Commission européenne. Donc, nous sommes face à un paradoxe. Les citoyens européens et les eurobaromètres, je crois que vous savez ce qu'est un eurobaromètre, c'est une enquête qui est menée régulièrement par les services de la Commission européenne auprès des citoyens de l'ensemble de l'Union sur des thématiques. Eh bien, les eurobaromètres témoignent à chaque fois que la question est posée sur l'intérêt des citoyens à voir gérer d'une façon ordonnée et structurée l'environnement au niveau européen. Donc, c'est quelque chose qui nous aide à nous lever le matin, les fonctionnaires européens qui s'occupent de l'environnement, en se disant « oui, mais derrière, on a des fan clubs qui veulent qu'on continue à bosser et à bien bosser ». Mais donc, ces publicités, il faut agir. Pourtant, et l'émergence de l'économie verte, Madame Gabory en attestera tout à l'heure, vers de nouveaux métiers, que ce soit l'énergie éolienne, les capteurs solaires, le traitement des déchets, démontre qu'il y a des savoir-faire européens et qu'il y a des créations d'emplois qui ont été chiffrées en centaines de milliers d'emplois. Donc il y a des choses qui sont importantes. Mais et qu'il y a des soutiens aussi, ne serait-ce que le fonds de cohésion a mis sur la table pour la période 2014-2020 347 milliards, milliards, je dis bien, d'euros pour aider à différentes politiques, dont la politique de l'environnement, aussi la formation, l'aide aux entreprises, mais ce sont des sommes assez colossales qui sont là.
Donc ça, c'est la partie bleu clair de ce paradoxe. La partie grise, c'est que c'est une politique, premièrement, coûteuse, deuxièmement, à long terme. C'est donc un défi pour les hommes et les femmes politiques, parce que leur population recherche plus de prescriptions environnementales, mais dans un contexte de crise économique qui n'en finit pas, il est difficile de trouver des arbitrages interministériels qui vont dans « on met les sous là-dessus ». Bon, déjà un premier défi. Deuxièmement, c'est une politique à long terme. Pour régénérer la biodiversité, ça prend du temps, par exemple. Et donc, le résultat concret de cette mesure et de cet argent qui a été mis par un État, eh bien, ne verra sa réalité que peut-être pour la génération, assez souvent pour la génération suivante, à savoir pas au niveau de l'échéance électorale prochaine, qui est souvent, malheureusement, c'est la règle du jeu, c'est l'échéance politique prochaine qui est le point de repère. Donc ce ne sera pas à ce niveau-là, mais sera peut-être pour le petit-fils ou la petite-fille de l'opposant politique, de l'homme ou de la femme politique qui a dit « Ok, on met l'argent là-dessus aujourd'hui ». Donc c'est quelque chose qui est un peu kafkaïen, hein, et donc c'est assez délicat. Donc, on est face à un paradoxe qui est vraiment complexe à surmonter. Mais je suis petite victime d'une pathologie à mon grand âge, mais dans sa leçon d'ouverture, le 13 mars, j'ai relevé que Michel Fouché, dans ses murs et à ce même pupitre, a cité la construction européenne comme étant la fille de l'angoisse en 1945. Pour moi, elle est résolument, et je préfère y voir, la fille de l'espoir. Parce que, en effet, deuxième volet, et ça va être très court maintenant, voilà, sur le plan international aussi, le leadership est partagé. La planète est unique, bon, toutes ces richesses et toutes ces menaces sont effectivement à partager ou celles de tous. Pour rappel, je citerai ce fameux nuage de Tchernobyl qui ne s'est pas arrêté à Mulhouse, malgré ce que certains envisagent toujours de considérer. Et donc, face à ces enjeux globaux, le rôle d'une entité structurée telle que l'Union européenne est primordial. Je citerai d'une part, comme argument, le poids de 500 millions de citoyens au niveau de la planète, face aux appétits notamment des USA et de la Chine. Je ne parlerai pas du monsieur roux qui a des cheveux comme ça, mais bon, donc on sait bien que l'engouement pour l'environnement n'est pas particulièrement partagé par tous les interlocuteurs internationaux. Et la coordination des positions des 28 lors des COP, hein, ces COP annuelles qui sont le grand rendez-vous de la planète en matière d'environnement. Pour terminer, je dirais que s'il faut, je rassure en disant pour terminer, s'il faut retenir un point, pour moi, de cet échange d'aujourd'hui, c'est l'impérieuse nécessité d'une action top-down, comme disent nos amis anglais, et bottom-up. C'est-à-dire qu'il nous faut les mouvements inversés de l'ensemble des acteurs. Les actions des citoyens, des milieux économiques, Madame Gabory est ici pour en attester, des responsables politiques, en passant par les strates décisionnelles intermédiaires. Et là, c'est donc M. Mongabourou qui est notre témoin concerné, puisque la preuve est donc que nous avions, et M. Laroutourou, avec qui j'ai dîné mercredi soir, qui était à Grenoble, mais qui donc devait faire des navettes jour après jour avec Grenoble et qui manifestement a dû décliner en fin de parcours cette gentille proposition. Donc la prise d'initiative de Pierre Laroutourou et de Jean Jouzel pour ce pacte finance-climat avec un earmarking d'argent pour faciliter et activer la transition climatique, en est la preuve. Donc c'est un schéma hors des schémas stricts politiques. La deuxième preuve, c'est donc effectivement Tuvalu et toutes les initiatives de ce type
pour aider les entreprises à mieux intégrer la dimension environnementale à leurs activités. Et puis, Monsieur Mongabourou, puisque je vous rappellerai que la cuvette grenobloise est une cuvette qui bouillonne, hein, il y a énormément de potentiel, et Grenoble a été le premier territoire qui, dès 2005, a adopté, enfin la métropole, et pas Grenoble, mais la métropole, donc les 49 communes, dont une que je connais bien, la Tronche, ont adopté le pacte Air-Climat en 2005, qui est actuellement en révision. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop, parce que le moment de la digestion après le déjeuner est toujours délicat, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi, mais donc je serai heureuse de répondre plus tard à vos questions. Je laisse la parole aux autres orateurs. Et je voudrais quand même faire un peu de pub. J'organise avec un groupe qui s'appelle Grenoble Europe Énergie le 12 avril un débat à 17h à l'IEP, à Sciences Po Campus, en la présence de Karl Falkenberg, qui a été d'une part négociateur de la commission dans les COP, qui a été directeur général de l'environnement jusqu'à 2 ans, et qui est l'un des conseillers de Pierre Laroutourou. Il sera parmi nous le 12 avril à partir de 17h à Sciences Po. Merci encore. Au revoir. Merci Madame Blin. Et donc, sans tarder, Madame Gabory, et l'échange avec la salle par la suite, puisque Madame Gabory devra nous quitter un peu plus vite. Voilà. Et on prendra le temps ensuite de discuter avec Monsieur Mongabourou. Merci Madame Gabory. Merci Marie-Claude. Parce que cette vision de l'Europe et de tout ce qui a été fait, c'est pas toujours évident, enfin visible. Je le vois un petit peu quand même chez les entreprises. Et il y a notamment une mesure qui est pas très connue, qui s'appelle la REACH, qui est de réduire les substances chimiques toxiques, qui est très bien faite. Et ça, beaucoup de clients de l'aéronautique notamment m'en parlent. Et c'est bien fait parce que ça donne une vision sur le long terme, c'est-à-dire attention. Dans 2 ans, telle et telle substances vont être interdites. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Comme quoi, l'Europe sait voir aussi à long terme. Mais ça, c'est des substances, c'est des trucs très techniques. Il y a beaucoup de sujets environnementaux qui sont très techniques, mais on arrive à se débarrasser de substances qui sont dévastatrices. Donc, voilà, moi je dirais pas c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à Bruxelles, il fait plein de choses. Par contre, je vais faire comme toi, je vais répondre tout de suite à la question. Et c'est bien, il y aura du débat, parce que moi je répondrais que y a-t-il un leadership européen ? Clairement non. Pour moi, on n'a pas de leader. À l'eau, il y a des leaders pour le climat dans le monde. Il n'y a aucun gouvernement qui me paraît être un leader suffisant. Et puis, je le dis d'autant plus volontiers que c'est que là, ceux qui ont pris le relais, c'est les citoyens. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a plein de citoyens dans la rue. Ça fait 10 ans que je bosse sur le climat. J'ai vécu la COP 21. J'ai trouvé que ça bougeait, etc., qu'il s'était passé des choses. Puis derrière, ça a retombé. Je crois que là, on a tellement le nez dans l'urgence. Et c'est tellement, on disait plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Maintenant, c'est tout de suite. Et c'est intéressant, je disais, la responsabilité parentale. Avant, on parlait de responsabilité sociétale. Oh là là, pour les entreprises, c'est hyper abstrait. Et là, Greta Thunberg, elle a fait appel à notre responsabilité parentale. Et les enfants, c'est nos enfants. Et c'est maintenant. Et ça, c'est vrai que c'est assez flippant. J'ai plein de jeunes et de stagiaires autour de moi. Il y en a peut-être parmi vous qui sont complètement déprimés. On leur parle de collapsologie et c'est flippant. Alors, heureusement, et c'est très difficile, hein, quand on intervient sur le climat, à chaque intervention, il faut à la fois rappeler l'urgence, dire c'est maintenant, on ne peut pas... voilà, et à la fois pas déprimer tout le monde. C'est un autre paradoxe qui n'est pas facile à gérer. Donc, moi, ce qui m'embête dans les côtés européens, c'est que la démocratie, elle n'est pas adéquate au sujet qu'on traite. Tu as parlé du temps de la démocratie. C'est comme les retraites. Le climat, ce n'est pas un sujet électoraliste. Qui va dire aux gens, votez pour moi, avec moi, on va arrêter l'avion, on va réduire drastiquement les déplacements en voiture, il va falloir déconsommer. Il va falloir arrêter d'acheter sur Amazon. Il faut déjà arrêter d'acheter sur Amazon. Enfin, comment c'est possible que la plus grosse capitalisation boursière du monde soit aussi celle qui a les pratiques sociétales et environnementales les pires? Il faudra qu'on m'explique. On est arrivé au bout d'un système. Et la liberté, on est en France et en Europe, on est
vraiment très attachés à notre liberté. Notre liberté de quoi? Notre liberté de polluer, notre liberté d'acheter, de consommer. On dit défendre son pouvoir d'achat. Donc pour moi, les institutions, elles sont complètement en décalage, et les gens qui gouvernent les institutions, ils sont complètement en décalage, ils sont issus d'un système capitaliste qui est au bout du bout du bout. Donc, changement de modèle. Et là, on va essayer de mettre une petite touche de positif. Et ça, moi aussi, j'ai fait une école de commerce, une autre, et il y a quelques années déjà. Hors système du capitaliste, on ne voyait pas, il n'y avait pas de pensée alternative. Alors là, on a de la chance, et c'est génial en fait. C'est qu'on a d'autres systèmes qu'il va nous falloir, nous, vous, étudiants d'école de commerce, et d'ailleurs, vous ne apprenez pas encore assez dans vos cours à inventer cet autre système. On l'appelle l'économie régénératrice. C'est magnifique. Moi, j'accompagne mes clients entreprises, des entreprises qui, franchement, n'ont pas une empreinte environnementale ou un impact sur la société très positif. Je leur apprends à se dire comment vous allez transformer vos modèles économiques pour avoir une empreinte positive. Et il y a des industries qui se disent oui, comment je crée une industrie à impact positif? Ça s'appelle l'économie régénératrice. On dit aussi, il y a plein d'autres mots. Il faut quitter l'anthropocène, il faut quitter le profit d'abord, l'homme d'abord. Mais ça demande un sacré... Là, c'est bien, j'ai une tribune géopolitique, alors on peut faire de la prospective. Et d'ailleurs, faisons de la prospective. Ce matin, j'étais à un petit atelier sur la prospective. Il y a deux grands... Enfin, puis ça, c'est mon interprétation. On a deux choix, deux modèles de société. Le naturo-compatible. Et là, on a de la chance parce qu'on a 30 ans d'études scientifiques derrière nous. Donc, on sait que toutes les prévisions, elles sont justes. Il y a 30 ans, on nous disait l'effondrement, ça va être entre 2010 et 2030. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc, soit on prend un virage, c'était Club de Rome, je crois qu'il y en a qui disent, si, il y a les courbes, Club de Rome, 67, on disait déjà. Et là, maintenant, on a attendu 30 ans. Donc, et c'est ce que je dis aux entreprises aussi, ce qui est bien, et ce qui a changé aujourd'hui, mais même avec les politiques, c'est qu'on n'a plus besoin de leur dire, mais il est urgent d'agir, il faut être naturo-compatible. Je leur dis, les entreprises qui existeront demain seront les entreprises carbone compatibles, bas carbone. Et votre stratégie, il va falloir l'envisager comme ça. Quand vous innovez, vous pensez des produits qui vont être bas carbone. Sinon, vous n'existerez plus. Et là, on ne dit pas, comme il y a 10 ans, oh là là, les écolos, les relous, mais on nous croit. Donc c'est déjà un bon début. Et un autre point important, donc il y a ce côté... Ah oui, j'ai pas dit l'autre, j'ai dit deux directions, puis j'ai pas dit l'autre. Mais je n'ai pas trop envie d'en parler. Il y en a qui croient que la technique sauvera le monde. Enfin, je sais pas vous, mais on est tous... et on l'a vu, hein, on sait déjà que les smartphones, c'est génial, l'Internet, ça existe depuis 30 ans. Nous, on l'utilise vraiment, même depuis 10 ans. Et en 10 ans, ça a transformé la société. Donc, je ne vois pas pourquoi en 10 ans, on ne pourrait pas faire machine. Mais bon, il y a des changements qui se font plus facilement que d'autres. Ou en tout cas, voilà, c'est donc techno ou naturo. Choisissez votre camp. Puis ça commence alors concrètement par des actions. Je voudrais quand même mentionner que si je suis là aussi, c'est parce que ça fait 3-4 ans que je travaille avec Grenoble École de Management, avec Jacqueline, qui est venue ici avec sa fille, et on essaye de construire, de mesurer l'impact carbone de l'école et de trouver des pistes pour réduire. Alors, il y a déjà eu des choses super qui ont été faites. Vous avez GEG qui est juste à côté, donc on a choisi un abonnement, vous avez choisi un abonnement 100% énergie renouvelable. Vous pouvez tous le faire. Vous avez de la chance, vous êtes à Grenoble, vous avez une électricité renouvelable hydroélectrique. Tous. Ou alors vous allez chez Enercop, c'est 3 clics. Hein. Changer de fournisseur d'énergie et choisir du 100% renouvelable, c'est un premier pas, c'est hyper bien. Enlever le jetable, tout à l'heure j'ai fait enlever les bouteilles de plastique. Arrêtons le jetable. L'Europe a interdit le jetable. Ça va être un peu long, mais n'attendons pas. On arrêtez de consommer du jetable. Et les jeunes ne savent le faire. Il y en a plein qui passent plus leur permis. Et bravo, quoi. Nous, si t'as pas le permis, c'est pas possible. Donc les jeunes ne passent plus leur permis. Donc il y a plein de choses. Puis il y a plein de listes d'actions. Mais c'est pas toujours facile hein, de pousser une école bas carbone. C'est quoi? C'est déjà une école dont les cours, on forme des managers qui pensent bas carbone, qui pensent environnementaux compatibles. Voilà sur les grands messages, parce que
Ouais, alors en fait, pourquoi je pars plus tôt? Parce que je pars en train. Je vais à Nantes, j'aurais pu prendre l'avion, mais arrêtez de prendre l'avion. Enfin, c'est juste, surtout pour des petits trajets. Alors c'est vrai que ça va prendre mais à peine plus de temps. Mais ce sera, voilà, c'est plein de petites choses que vous pouvez faire maintenant et qui changent énormément. Donc je répète, comme ça, toutes les séances de répétition, en sortant de l'amphi, je vais m'abonner à un contrat d'énergie 100% renouvelable. Je vais arrêter d'acheter sur Amazon ou autre truc. Je vais dans mes petits commerces, vous pouvez faire du zéro déchet. Et j'ai dit quoi? J'ai dit arrêter de jetable. Puis il y a plein d'autres choses. Arrêter l'avion. Enfin, il y a plein de choses. Mais surtout construire un truc qui est positif. Parce que la petite phrase de fin que j'aime beaucoup, c'est on voit la forêt, l'arbre qui tombe, mais on ne voit pas la forêt qui pousse. Enfin là, on commence à la voir, la forêt qui pousse. C'est tous ces jeunes qui sont hyper motivés. Donc vous construisez. Là, pour l'instant, c'est plutôt un truc négatif. Arrêtez de détruire notre planète. Maintenant, il va falloir dire on veut construire un modèle d'économie régénératrice. Et ça, c'est vous qui direz à quoi ça ressemble. Merci à tous. Merci, madame. Merci beaucoup, Madame Gabory. Donc, on va profiter de la présence et de Madame Blin et de Madame Gabory pour vous donner la parole directement si vous avez des questions. Alors, il y a déjà un micro qui s'approche en haut de l'auditorium. Une petite... dire qui vous êtes, d'où vous parlez, juste oui, avant donc, la question. Si ça marche, on m'entend? Oui. Donc, je suis professeur d'histoire-géographie dans la région grenobloise. Je voulais juste d'abord vous remercier pour vos interventions et puis rebondir sur les modes de déplacement de Madame Gabory. Vous privilégiez donc le train sur l'avion, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a quelque part une chose qui me dérange quand même, c'est que vous privilégiez aussi le parc nucléaire EDF. Alors, réponse. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que j'ai parlé d'énergie renouvelable pendant et d'hydroélectricité. Alors le train, c'est imbattable hein, en termes de CO2. Il y a un facteur 10, même plus, je crois, entre le train et l'aérien. Donc je pourrais venir en bicyclette, hein, mais bon, je ne serais pas là dans ce cas-là. Et puis je ne suis pas venue que pour aujourd'hui, je ne suis pas venue pour 20 minutes, mais je travaille aussi avec Serge Ferrari, qui est une entreprise du coin, qui d'ailleurs, je les mentionne parce qu'eux, ils avaient inventé l'économie circulaire en recyclant et ils n'ont pas été soutenus au niveau de l'Europe et ils vont fermer, les pionniers de l'économie circulaire, aujourd'hui, ils ferment leur usine de recyclage, j'avais oublié de le dire. Donc je ne comprends pas. Non, alors c'est vrai, oui, si je vais quand même répondre. Pourquoi en France on soutient tant le carbone? C'est aussi parce que le nucléaire est une énergie bas carbone. Donc d'accord. Et il y a plein d'autres impacts, et je ne défends pas le nucléaire, et je suis d'accord. Ça m'énerve, à chaque truc sur le climat, on a le lobbyiste du nucléaire qui défend une énergie bas carbone. Mais bien sûr, je ne défends que le renouvelable. Et si je vous ai dit d'arrêter de quitter EDF pour aller sur du 100% renouvelable et idéalement citoyen, c'est bien que je ne défends pas le nucléaire. Non, juste un clin d'œil sur ce questionnement à l'égard du ferroviaire. C'est un questionnement qu'on a très souvent sur toutes les mobilités électriques, particulièrement à l'égard du ferroviaire. Mais en fait, il est tout à fait possible d'alimenter nos réseaux de mobilité électrique à partir d'énergies renouvelables. En 2015, en même temps que la COP21 à Paris, on a fait le choix, sur le réseau de l'agglomération grenobloise, de changer de fournisseur d'énergie. Et désormais, toute l'électricité que nous consommons dans le réseau de l'agglomération grenobloise, comme dans les bornes de recharge pour les véhicules électriques, sont garanties 100% renouvelables à partir de la production hydraulique du territoire, permettant en plus de relocaliser la production d'énergie, donc de rendre le territoire beaucoup plus robuste. Donc il est tout à fait possible de parier sur de la mobilité électrique autrement que par le pari nucléaire. Si SNCF n'a pas encore changé de fournisseur d'énergie, ça ne tient qu'à nous. Une autre question dans la salle? Oui. Alors, les micros, s'il vous plaît. Il marche? Et je veux bien un jeune pour les micros pour nos intervenants, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour. Alors Marie, j'ai trouvé ça beau que vous ayez abordé la question de la liberté.
Alors, ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. C'est Hannah Arendt. Et donc, je trouverais ça chouette qu'on fasse des cours de liberté. Bon, enfin, c'est aussi le rôle de la philo, hein. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est assez nouveau hein, d'aborder la liberté. En fait, les choses changent très vite. Parce que moi, je le vois dans mon discours, il y a des choses que je vous ai dit là, même avant le départ de Nicolas Hulot, parce que c'est ça depuis septembre, hein, c'est depuis fin août, où on a tous eu un électrochoc de dingue. Et on parle de désobéissance, on parle d'urgence. Et donc là, aujourd'hui, je dis, bah oui, les gilets jaunes et le droit de consommer, le pouvoir d'achat, moi, ça me fait mal aux oreilles. Je comprends qu'on est dans une société qui nous donne envie de consommer plein de trucs inutiles. La liberté de faire de la pub, la liberté de... voilà, il y a un moment... alors en Chine, c'est plus facile. Hein, une fois qu'on dit on va aller plutôt par là, le problème des libertés individuelles est moins un obstacle. Mais il y avait dans les questions, quels sont les obstacles ? Oui, la liberté et l'ego, c'est plutôt l'ego. Enfin, pour moi, c'est plutôt l'égoïsme, ma liberté de faire ce que je veux, qui sera un obstacle à l'environnement. Mais les jeunes, ils se disent, je suis libre d'être végétarien, je suis libre de prendre mon vélo, je suis libre... Donc oui, faites des cours de liberté et ce sera hyper efficace. Alors, il reste encore à peu près 5 minutes avant que Marie s'en aille, mais l'intérêt de la discussion, c'est que vous avez les 3 intervenants. Alors, il y avait encore une question par là. Oui, bonjour. Voilà, j'avais une question par rapport à Euratom. Puisqu'on sait que depuis, globalement, quand on est adhérent à l'Union européenne, on est automatiquement adhérent à Euratom, que ça pose donc un gros souci. Il y a une fragilité qu'on peut voir aujourd'hui qui est que dans les 2 leaders du nucléaire, il y a la Grande-Bretagne qui risque de partir, que l'Allemagne, elle, veut partir mais ne veut pas quitter Euratom. Donc il y a une sorte de paradoxe qui peut être intéressant. Et que beaucoup d'autres pays, soit ne sont pas nucléaires et commencent à faire des pressions aux voisins nucléarisés, comme le Luxembourg par rapport à la France et à la Belgique. Donc il y a peut-être une porte d'entrée. Ceci dit, donc je me pose des questions là-dessus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Parlement n'a pas la main sur Euratom, que c'est une directive qui répond bizarrement, mais c'est comme ça, à d'autres modalités de négociation, et qu'il a été reconduit un peu tacitement. Et comment faire, en fait, pour stopper en fait cette dynamique, d'autant plus qu'on sait qu'en France, c'est un fait, le lobby nucléaire est important, et que par ailleurs, souvent, sous couvert de recyclage, ils ont proposé, il faut savoir qu'en France, la loi elle est votée, elle n'est pas appliquée, mais depuis 2009, on peut fondre des déchets nucléaires pour des matériaux de construction qui iraient dans des constructions de bâtiments ou de voitures. Donc je voulais savoir ce qu'il en était et quelles étaient vos pistes aussi législatives. Merci. Alors moi, je ne vais pas répondre à la question, mais qui est très, très bonne. C'est parce que c'est plutôt... je vais te laisser la patate chaude à toi. Par contre, je vais en profiter pour vous remercier et puis vous souhaiter un bon week-end et surtout beaucoup d'espoir et d'action et d'implication. À chacun à sa hauteur et on n'est jamais impuissant. Donc voilà, je vais filer dans mon train l'énergie nucléaire, mais bas carbone quand même. Merci encore. Bon, je vous remercie, mademoiselle. Je vois que vous avez vraiment potassé la question, ce que je n'ai pas fait très, très récemment, je le dis tout net. Donc, ne vous attendez pas à avoir des pistes législatives qui vous soient données un samedi après-midi ensoleillé à Grenoble, de ma part. C'est clair. Effectivement, la problématique de l'Euratom, elle est entière. D'après mes propres informations, qui ne sont pas hyper actuelles, des débats sont menés au sein des institutions. Comme vous le savez, historiquement, ce traité Euratom était un traité qui a une base juridique à part, qui a été un instrument politique et juridique particulier. Il y a eu en 1965 la fusion des exécutifs, donc du coup, les différentes familles CK, CE et Euratom ont fusionné. De ce fait, on a bidouillé quelque chose qui effectivement n'est ni chèvre ni chou. Et là maintenant, on en est bien embêté, d'autant plus que la problématique a pris toute son acuité
par le débat climatico-énergético-transitionnel qui est le nôtre actuellement. Donc, je n'ai pas la réponse, sinon que c'est effectivement un dossier, une magnifique question, mais un dossier qui n'est pas prêt d'être résolu, avec ou sans les Britanniques à bord. Voilà. Je vous propose de reprendre le cours de la table ronde avec l'intervention d'un élu local, sauf s'il y a une toute dernière question et que quelqu'un est très impatient de la poser tout de suite. Vous êtes impatient, monsieur ? Oui. Dites-le, c'est votre liberté. Oui, oui. Alors, une dernière question, et après on donne la parole à Yann. Donc, je vous écoute. Dites qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Je suis étudiant. J'aimerais savoir comment concilier environnement et puissance. Alors, Madame Blin ? Oui, si quelqu'un est en mesure de me répondre. Elles sont costauds, vos questions. Eh bien, écoutez, environnement et puissance, oui, quand on se met du côté de M. Trump, environnement et puissance, ça paraît évident, disant c'est moi qui ai raison et je ne veux pas entendre ce que pensent les autres. Donc oui. Puissance, si on le voit sous l'angle économique, on part sur la piste des emplois, de la puissance, du savoir-faire auquel je faisais référence tout à l'heure, qui est aussi générateur de richesse, et donc dans l'acception capitaliste courante est un phénomène de puissance. Donc oui, il peut y avoir... l'environnement peut être générateur de puissance. Puissance aussi bien d'avoir une planète qui ne nous explose pas à la figure et qui fait que vos petits-enfants, monsieur, puissent vivre dans quelque chose qui sera à peu près habitable. Pas comme Dubaï, vous vous souviendrez que nous mangeons notre planète au mois d'août, toutes les années. Mais à Dubaï, ils mangent leur planète en février. Donc on arrive à vraiment marcher sur la tête dans certaines sociétés. Donc voilà, oui, je pense que globalement, environnement et puissance, il y a un moyen sur le fond et sur la forme d'être puissant grâce à l'environnement. Merci. Alors, on va revenir maintenant sur Grenoble. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble et en quoi l'expérience d'un élu local permet, Yann Mongaburu, d'éclairer cette question posée par le Festival géopolitique de Grenoble, Europe, environnement, un leadership vraiment? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui parce que je vais répondre à la question, mais il me semble que nous vivons une période sans équivalent. Et je ne le dis pas seulement parce qu'il y a une manifestation en cours de l'autre côté de la voie ferroviaire, ou parce que hier, nous avons vécu les premières manifestations de jeunes en France, à Grenoble, époustouflant dans le nombre, partout en France et ailleurs en Europe ou dans le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis des dizaines d'années, les plus conscients, et pour le coup, la Commission européenne en a fait partie, nous parlent à juste titre des générations futures et de la nécessité de prendre en compte les générations futures dans les décisions d'aujourd'hui, et donc de penser le long terme. Ce que nous vivons actuellement, c'est que ce que nous avons l'habitude d'appeler les générations futures nous disent « nous sommes la génération présente ». C'est saisissant comme bascule. C'est saisissant comme bascule parce que c'est le rapport même au temps qui se modifie. Et quand ce rapport au temps se modifie, il vient nécessairement bousculer nos psychologies individuelles autant que nos structures politiques, sociétales, pour choisir quel est le cours des choses qu'on se donne pour les années à venir. Il faut se dire et se redire qu'il est encore temps. Le compte à rebours climatique est enclenché profondément, mais il est encore temps. Il est encore temps, nous avons 10 ans. Et je me permettrai donc une petite digression par rapport aux propos liminaires de tout à l'heure.
la question n'est plus long terme. La question, elle est quelles décisions nous prenons maintenant, jusqu'à 2030, non pas pour sauver l'environnement ou la planète, mais simplement l'humanité. Et alors, à Grenoble, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Et donc, mon témoignage, c'est que quand nous avons mis en place, en 2016, l'élaboration du plan de déplacement urbain, dont j'ai la responsabilité, enfin le syndicat mixte des transports en commun a la responsabilité, c'est un document qui vise à planifier comment on va modifier nos déplacements avec une planification temporelle, une planification financière, une planification de projet. Quand nous avons lancé cette élaboration, on a mis un objectif, enfin plusieurs, mais le premier objectif que nous avons mis, qui nous semblait banal hein, en réalité, c'était que le plan de déplacement urbain soit COP21 compatible, qu'il respecte le 2016. traité de Paris en 2016. Voilà. Ça nous semblait d'une banalité, et quand on s'est fait accompagner par des bureaux, et des très bons bureaux, et des experts, on dit, ça n'a jamais été fait. Qu'est-ce qui n'a jamais été fait? De concevoir un vérification... plan de déplacement urbain qui permette d'atteindre moins 40% de gaz à émission d'effet de serre sur les transports localement d'ici 2030. Accord de Paris. Comment nous réduisons de 40% nos gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le territoire? Il ne faut pas le faire que sur les transports, mais il faut le faire aussi sur les transports. Il ne faut pas le faire qu'à Grenoble, mais il faut le faire aussi à Grenoble. Et quand je dis Grenoble, évidemment, ça concerne la région grenobloise dans son ensemble. Et à travers cette expérience, on s'est très vite rendu compte qu'il allait falloir aller beaucoup plus loin pour tenir ce rythme-là que les politiques habituelles de report modal, même si beaucoup de choses ont déjà été faites et qu'il restait beaucoup à faire pour faire plus de marches, plus de bicyclettes, plus de transports publics, plus de ferroviaires. Il fallait engager la transition énergétique des véhicules parce que le report modal ne suffirait pas à atteindre moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc il fallait faire non seulement le report modal, encore plus fort qu'avant, mais en plus la transition énergétique des véhicules. Et du coup, je vais m'arrêter un peu sur cet élément-là, parce que c'est peut-être celui qui, de mon témoignage et de mon expérience, me permettra de répondre avec le plus de clarté à votre question. Heureusement, grand heureusement, qu'on a l'Union européenne et son horrible commission technocrate pour avoir justement engagé sur la pollution de l'air, depuis des années, des normes, ça a été rappelé, qui mettent en responsabilité les collectivités de la transition énergétique des véhicules. Parce que personne en France n'aurait eu le courage d'engager la transition énergétique des véhicules et la libération du diesel si on n'avait pas ces horribles normes européennes et ces horribles contentieux avec ces horribles technocrates qui rappellent les engagements qui ont été signés dans les traités. Heureusement qu'on a l'Union européenne. Mais malheureusement, la même Union européenne ne donne pas les moyens de réussir les objectifs qu'elle indique. On est dans une période de schizophrénie de l'Union européenne et de duplicité des États. Je vais vous l'illustrer avec 3 exemples. Je viens de parler de la transition énergétique des véhicules. On a d'un côté l'Union européenne qui permet à toutes les concessions autoroutières d'être prolongées pour pouvoir financer des plans d'investissement autoroutiers partout en France, validés par la Commission européenne, parce que ça ne fait pas d'endettement public, c'est des sociétés privées. Et donc elle valide des prolongations et des plans autoroutiers extraordinaires avec des milliards d'euros que nous sommes en train d'investir depuis 2015 dans toute la France. On en a une illustration locale sur les plans d'investissement autoroutiers. Et en même temps, excusez-moi, la même Union européenne qui empêche les investissements ferroviaires avec tous les débats que nous avons eus quand l'État français a voulu reprendre la dette de la SNCF pour permettre qu'on relibéralise les investissements, excusez-moi pour le jeu de mots, sur le ferroviaire. C'est la même Union européenne qui dit, au nom des traités budgétaires, le plan d'investissement autoroutier parfait, puisque c'est le privé, enfin le privé c'est toujours nous, hein, puisque c'est l'automobiliste qui paye au péage autoroutier.
Et par contre, le ferroviaire, c'est pas possible, parce que c'est l'État qui paierait, mais en fait, c'est toujours nous, en tant que contribuables. C'est juste qu'il y a une fois, c'est le contribuable, il y a une fois, c'est l'usager. Deuxième, et c'est là que la question du pacte financier sur le climat porté par M. Larouturou serait d'une puissance extraordinaire, de différencier les investissements permettant la transition énergétique et climatique pour les sortir des traités actuels. C'est une urgence réelle. La deuxième illustration que je voudrais prendre, c'est sur les normes de véhicules, justement. On a une spécificité, c'est que l'Union européenne, je l'ai dit, heureusement qu'elle est là pour nous rappeler la question de la qualité de l'air, qui est intimement liée à la question de la transition climatique, parce qu'on s'est rendu compte quand on s'est mis à travailler sur la zone à faible émission. Vous savez que le 2 mai, nous déployons une zone à faible émission sur 10 communes pour les poids lourds et véhicules utilitaires pour engager la transition et la libération du diesel progressivement. Et nous avons expérimenté en 2015 ici pour la première fois les certificats qualité de l'air qui ont fait tant débat et qui s'appuient sur les normes européennes justement. On a fait une expérimentation ici, reprise nationalement, qui est devenue la norme sur l'ensemble du territoire national, et c'est tant mieux. Quand on a commencé à travailler sur la zone à faible émission, au nom de la pollution de l'air, on s'est rendu compte dans tous les scénarios que non seulement il y avait un gain air, mais il y avait un gain climatique, il y avait un effet puissant pour la réduction des gaz à effet de serre. Néanmoins, la même Union européenne qui nous met ces normes, et elle a raison de le faire, en même temps, elle met des normes sur la production des véhicules 10 fois moins exigeantes que les horribles États-Unis qui sont sortis du traité de Paris. Les États-Unis imposent à leurs constructeurs automobiles des normes de construction 10 fois plus exigeantes que ce que l'Union européenne impose à ses constructeurs. Et le dernier exemple, deuxième exemple, pardon, je vais rester sur les véhicules. C'est la puissance industrielle que pourrait avoir l'Union européenne si elle disait on arrête de commercialiser à partir de 2025 les véhicules diesel sur notre territoire. À partir de 2030, les véhicules essence. Nous aurions une puissance industrielle, une vraie politique industrielle qui permettrait d'éviter la concurrence libre et bien faussée entre les constructeurs automobiles à l'échelle internationale et qui permettrait de concentrer les investissements industriels sur la transition énergétique des véhicules. Parce que tant qu'on dit à un constructeur automobile qui peut continuer à vendre du diesel, comment fait-il dans un système capitaliste ? Ben en fait, il n'adapte pas ses chaînes industrielles sur les véhicules GNV, électriques ou hydrogène. Le jour où le pouvoir politique lui dit « et l'Union européenne est la bonne échelle », en 2025, vous ne pourrez plus vendre de véhicules diesel, vous allez voir tous les industriels automobiles basculer leurs investissements pour adapter leur chaîne industrielle, pour former leurs salariés aux véhicules GNV, électriques, hydrogène. Vous noterez, c'est un autre débat, que je les mets toujours dans ce sens-là, le véhicule au gaz, puis l'électrique, puis l'hydrogène. Dernier exemple. Oui. La nouvelle version de la directive Bolkestein, où l'Union européenne, qui dans le traité de Paris, à très juste titre, pousse pour faire reconnaître la responsabilité et la puissance des pouvoirs locaux dans la transition. 2 ans après, en même temps, la même Union européenne dit que toutes les régulations de services d'intérêt général, en français de services publics, prises par les municipalités, doivent être soumises à la Commission européenne 3 mois avant la décision. Un exemple très concret, toute modification sur le service de déchets, sur le service du logement, sur le service du transport, nous devrions demander à la Commission européenne avant de pouvoir prendre une décision. Ça a amené un ensemble de collectivités locales, en France et ailleurs. Grenoble, son conseil municipal a délibéré pour dire combien nous avons besoin que l'Union européenne nous donne les moyens de faire, plutôt qu'elle nous bride dans l'accélération des transitions qu'on engage. Je conclurai par un élément. Je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de combien, si nous avons encore le temps est de 10 ans.
il ne s'agit plus de penser le long terme. Il s'agit de se donner toutes les libertés en termes de puissance, justement, pour résoudre le plus gros défi qui nous soit posé, qui est non pas l'environnement, qui est les conditions de vie de l'humanité dans 10 ans. L'Union européenne peut être d'une puissance extraordinaire pour ce faire, à la condition qu'elle s'en donne les possibilités, qu'on dépasse l'inaction, qu'on ne soit plus dans les normes pensées pour dans 10 ans ou dans 20 ans, mais dans comment nous mettons notre politique industrielle, notre politique financière au service de la transition énergétique qu'on doit faire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'environnement dont il faut être le leadership. C'est l'humanisme pour maintenir les conditions de vie de l'humanité dans les années à venir. Vous disiez « ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre ». Ça pourrait être une devise européenne merveilleuse qui nous remette chacun individuellement et collectivement dans les collectivités comme à l'échelle continentale en responsabilité de résoudre où est ma liberté, où est celle de l'autre et quelle est la liberté du commun. Merci beaucoup Yann Mongaburu. Je repasse la parole à Adrien pour que vous puissiez encore poser une ou deux questions. Est-ce que c'est jouable, une ou deux questions? Tant qu'on me fait pas signe au fond, c'est qu'on peut poser des questions. Ah bah, tout va bien. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis lycéen au lycée international Europol de Grenoble. Ma question n'est pas vraiment centrée sur l'Europe, mais en tant que grenoblois, je m'interroge. Cela fait plusieurs années que Grenoble a à sa tête un maire centré sur l'écologie et qui prend des mesures pour rendre cette ville plus propre. Pour autant, y a-t-il des preuves qui montrent que cette ville est moins polluée grâce à ces mesures? Merci. Bon, bah, vous posez la question à la bonne personne. Hein. C'est le contentieux ou c'est le pouvoir local Oui, c'est bon. Évidemment. Merci. Évidemment, et depuis 10 ans déjà, ça a été dit, les choses ont été engagées en 2005 et depuis 2014, nous essayons de renforcer, d'accélérer encore les transitions, que ce soit en termes de particules, que ce soit en termes de dioxyde d'azote. Dans notre territoire, il y a une diminution des pollutions locales, comme il y a une diminution des gaz à effet de serre qui est forte. L'enjeu, il est d'aller encore plus loin. Et parce que nous voulons aller encore plus loin, nous mettons encore plus de mesures. Ça fait souvent parler du territoire comme étant plus exposé. Je vous invite à regarder le comparatif, et ce n'est pas pour s'en féliciter, mais nous sommes bien moins pollués que toutes les agglomérations voisines. Si on parle plus de Grenoble en termes de pollution, c'est très probablement parce que depuis des années, nous faisons plus que d'autres, parce que nous estimons qu'il faut atteindre les seuils de l'Organisation mondiale de la santé en termes de qualité de l'air, ce qui n'est pas la réglementation ni européenne ni française, c'est le guide que notre territoire s'est donné comme objectif de respecter les seuils de l'Organisation mondiale de la santé. On va essayer de faire des questions et des réponses parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors je laisse les jeunes au fond gérer les prises de parole. Des questions courtes? Oui, ça va être court. Pour pouvoir partager la parole. Ça va être court. Je voulais juste, pour les transports en commun, savoir si Grenoble s'était interrogé sur éventuellement la gratuité des transports en commun dans l'idée de l'urgence, bien sûr, vis-à-vis des autres villes. Voilà. Oui, on s'interroge. On a commandé une étude sur les effets d'une gratuité totale du réseau et les modalités pour financer une gratuité totale du réseau. On en aura une restitution d'ici l'été. C'est une étude qui est menée par un cabinet extérieur, évidemment, pour pouvoir illustrer et poser les questionnements de façon à faire mûrir le débat public sur ce sujet. Au-delà de l'étude que nous avons commandée localement, on a, puisque j'ai la chance ou l'honneur d'être vice-président du GART, qui est l'association qui réunit toutes les collectivités compétentes en termes de mobilité, on a lancé une étude nationale pour faire le bilan, justement, des réseaux qui ont mis en place la gratuité et pouvoir vérifier est-ce que ça a permis du report modal, est-ce que ça a ralenti les investissements. Il y a beaucoup de débats qui sont posés par ceux qui sont favorables à la gratuité et ceux qui y sont plutôt opposés. Donc on a souhaité nationalement lancer une étude qui permette d'objectiver
ce qui s'est passé là où les réseaux ont choisi la gratuité. J'ajouterai que ce débat, là aussi, il est totalement européen. Il a été au cœur de la construction de la coalition gouvernementale en Allemagne, le fait de tester la gratuité dans des réseaux de transport public. Le Luxembourg vient d'annoncer la mise en œuvre de la gratuité sur l'ensemble des transports publics d'ici 2020. Et le Luxembourg a fait le choix de permettre les financements, puisque c'est l'État qui prend la responsabilité de financer cette gratuité. Je pense que c'est une évidence, le sens vers la gratuité. La question, c'est comment l'organiser. Alors, on me dit que les temps de parole sont épuisés. J'en suis la première. Je vois les regards désespérés des participants. Les réponses sont un peu trop longues, exactement. Est-ce qu'on peut prendre la liberté de prendre une dernière question, s'il vous plaît, monsieur? Et puis, les intervenants sont à votre disposition. On peut se retrouver à la sortie de l'auditorium, s'il vous plaît. Merci de votre bienveillance. Alors, un micro là, et ce sera la dernière question, avec une réponse ou deux réponses très courtes, s'il vous plaît, pour tenir les délais et permettre au débat suivant d'avoir lieu dans de bonnes conditions. Oui, monsieur, vous êtes? Je suis retraité. Je vous écoute. Ma question va être rapide, mais on verra pour la réponse. On a parlé, bien sûr, de toutes les pistes pour rechercher des moyens de transport moins polluants. Je voudrais savoir quelles sont les pistes, s'il y en a, pour éviter la nécessité même de ces transports urbains ou interurbains. Ah, la qui question serait de la peut-être le mobilité, meilleur moyen de réduire... Circuit court, circuit court, circuit court. Voilà. Alors, court. L'articulation entre les déplacements, l'urbanisme, l'habitat et l'emploi, de rapprocher autant que faire se peut l'emploi de l'habitat, d'arrêter de concentrer les richesses sur le cœur de chauffe du territoire qui est le cœur de la métropole. C'est l'articulation entre le SCOT, le plan local d'urbanisme intercommunal, et le plan de déplacement urbain. On a mis au cœur de notre stratégie un territoire qu'on souhaite multipolaire et non pas une métropolisation qui soit encore renforcée malgré le rêve de certains. Alors non, pour respecter la parité, une fois une femme pour s'exprimer en fin de ce débat, j'ai cru comprendre que j'avais des comme ça, hop, elle est là. Vous êtes? Bonjour, je suis lycéenne au lycée du Grésivaudan à Mélan et j'avais une question. Je voulais savoir si à l'école primaire, dans les collèges et les lycées, il était prévu de faire plus d'interventions et de sensibilisation sur le climat et l'environnement. Madame Blin? Écoutez, j'en suis ravie de cette question, parce que c'est vraiment un de mes mantras. Au titre du travail de la commissaire européenne suédoise, Margot Wallström, il y a une petite dizaine d'années, elle est arrivée avec des idées tout à fait neuves, qui étaient de dire on peut percoler une bonne idée à partir des tout-petits vers les adultes. Et vraiment, c'était frappé au coin du bon sens. On a développé à ce moment-là une stratégie de communication à l'adresse des petits, peut-être pas à la crèche, mais enfin en primaire, et du style est-ce que tu boirais l'eau qui sort de la salle de bain? Des choses aussi bêtes et méchantes que ça, parce que l'enfant n'a pas de filtre social, et donc l'enfant il pose des questions. Et donc, à mon petit niveau, en tant qu'élu local à la tronche, j'ai introduit ce genre de choses et je me suis rapprochée d'un de nos députés pour faire en sorte qu'il y ait des sensibilisations et ça marche super bien. Enfin, en tout cas, le labo tronchois marche bien avec les petits à qui je viens parler. Qu'est-ce que c'est que cette grand-mère qui vient de nous parler de l'écologie, mais pas dans un esprit partisan. C'est vraiment, si une matière est bien transgénérationnelle, transpartisane, c'est bien l'environnement et l'écologie d'une façon générale, parce que tout le monde a besoin de se raccrocher à ce concept. Donc oui, ça marche, mais n'hésitons pas à faire des initiatives individuelles comme ça, parce que c'est un terreau formidable, les enfants face à l'environnement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je m'en excuse déjà pour toutes les questions qui restent en suspens. Je vous invite à prendre le temps, si vous l'avez, pour continuer à échanger avec nos intervenants. Merci encore à l'école de nous avoir conviés à ce moment important. Merci aux équipes techniques et aux jeunes qui sont là, qui ont fait le job. Voilà, merci à toi aussi, Adrien.